Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette troisième soirée Ipso de la saison 2008. Je reconnais plusieurs visages familiers qui fréquentent, qui participent à nos activités régulièrement, mais je suis aussi heureuse de saluer des nouveaux venus. Je vois arriver Michel Leduc de la région de Laval, qui est le président de la région de Laval pour le Parti québécois. J'ai vu aussi Martin Lebré, qui est député de Marie-Saint-Jacques, et plusieurs personnes que je ne pourrais pas nommer, mais je vous souhaite à tous et toutes la bienvenue. Alors, ce soir, nous recevons François Brousseau, Daniel Thor, deux invités de prestige, mais surtout deux personnes expertes sur le thème de notre soirée, qui est le cheminement et l'accession récente de pays à leur souveraineté. Alors, dans les dernières semaines, vous le savez, le Kosovo a déclaré unilatéralement son indépendance. Et après plusieurs pays, la semaine dernière, le Canada a reconnu le Kosovo en disant bien sûr que le Kosovo ne pouvait pas se comparer au Québec. Et durant les dernières années, il y a eu d'autres cas, comme celui du Monténégro, du Timor oriental, et aussi ce qu'on a appelé le divorce de velours entre les Tchèques et les Slovaques. Mais dans tous les cas, l'accession à la souveraineté a pris des formes différentes qui tenaient compte du contexte particulier de ces différents pays. Et puis il y a l'Écosse, qui n'est pas encore un pays souverain, mais où le Scottish National Party propose à la population un cheminement en disant s'inspirer du Québec. Et il est probable que nous aussi, on s'inspirera de l'Écosse avec sa conversation nationale, même si on sait que l'expression n'a pas eu un aussi grand succès au Québec, peut-être que ce que le Parti québécois aurait souhaité, puis il l'a remplacé par débat sur la souveraineté, ce qui revient à la même chose. Alors, nous allons débuter la soirée avec François Brousseau, qui va analyser la situation de pays qui ont réussi à accéder à l'indépendance. Nous poursuivrons ensuite avec Daniel, qui va nous parler du cas de l'Écosse, qui n'est pas encore un pays souverain et dont la situation ressemble un peu à la nôtre. M. Brousseau va faire un exposé d'une quarantaine de minutes parce qu'il va couvrir plusieurs pays et Daniel va nous parler de l'Écosse d'une quinzaine de minutes. Et comme à l'habitude, il y a une période de questions et d'échanges avec les conférenciers. Ça devrait se terminer à 9h moins quart. M. Brousseau a annoncé qu'il devrait quitter. Alors, on va se concentrer et puis je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vais d'abord vous présenter M. Brousseau. Alors, François Brousseau a exercé le journalisme de façon continue de la fin de ses études à 1997, puis de 2000 à aujourd'hui. Il a notamment fait sa marque comme éditorialiste aux affaires internationales pour le quotidien Le Devoir, de 91 à 97. Également reporter, il est souvent allé sur le terrain à l'étranger. Il a pu interviewer des personnalités comme Mikhail Gorbatchev, Lech Walesa, Jean-Bertrand Aristide, Kim Dae-Jung, Shimon Peres, Ariel Sharon et bien d'autres. Après un mandat de 3 ans, de 1997 à 2000, comme directeur des communications à la délégation générale du Québec à New York, il est revenu à Montréal où il a retrouvé le journalisme. À l'écrit, il a fait des reportages pour la revue L'Actualité. Au Devoir, il rédige une chronique hebdomadaire depuis 2004. Mais c'est surtout la radio qui est devenue son nouveau médium de prédilection. Il est actuellement responsable des correspondants et collaborateurs à l'information internationale pour la radio de Radio-Canada. Depuis septembre 2007, il est devenu l'analyste maison de Radio-Canada en affaires internationales. À ce titre, il présente des chroniques radiophoniques quotidiennes et analyse l'actualité internationale à la télévision. De plus, il tient un carnet écrit sur le site web de Radio-Canada. Enthousiaste des cultures étrangères, il parle 6 langues.
mais il aime dire qu'il jette un regard québécois sur les affaires du monde. Alors, M. Bousquet. Je vais venir dans mes mains, finalement. Une belle présentation. Il y avait juste une petite anachronisme. Je ne suis plus responsable des correspondants étrangers parce que je me levais à 4 h du matin pour diriger les reportages que vous entendez à la radio tous les matins à 7 h et 8 h. Et en plus, faire une journée complète, ça ferait un petit peu beaucoup. Donc, j'ai abandonné l'un pour faire l'autre. Maintenant, je suis chroniqueur à temps plein. Et d'ailleurs, chroniqueur d'abord à l'oral, alors que je viens d'abord de l'écrit. Je suis un journaliste de l'écrit et je suis très heureux de pouvoir, à l'occasion maintenant, de façon périodique, mais pas tous les jours, écrire des chroniques sur cette boule qui tourne sur elle-même en 24 heures et qui nous étonne, qui nous désespère souvent et qui nous laisse quand même avec certains espoirs. Alors, on m'a demandé de parler de ces précédents récents de l'accession à l'indépendance dans le monde. Il y en a quand même pas mal. Si on regarde, par exemple, en remontant sur 2 décennies, si on remonte jusqu'à l'éclatement de l'URSS et de la Yougoslavie inclusivement, ben vous avez quand même l'ex-Yougoslavie qui a fait 6, maintenant 7 pays, puisqu'il y avait 6 républiques en Yougoslavie qui sont devenues toutes des pays, plus un autre qui était le Kosovo, qui n'était pas un sujet de la Fédération yougoslave, qui était une province de la Serbie, et qui a déclaré unilatéralement son indépendance. Ça, c'est le dernier. Vous voyez, d'ailleurs, la Yougoslavie appartient au début de ma chronologie, elle appartient aussi à la fin de ma chronologie. L'Union soviétique, 15 anciennes républiques soviétiques, qui sont toutes devenues indépendantes, et dans ce cas-là, avec cette particularité que toutes ne l'avaient pas voulu. Lorsque Gorbatchev, le pistolet sur la tempe que tenait un certain Boris Eltsine, a signé en cette fin d'année 91 la dissolution de l'Union soviétique, eh bien, vous avez des gens qui étaient très contents, les pays baltes. Vous savez, entre le putsch de l'été 91 et la dissolution officielle le 31 décembre 1991, la même année, il y avait déjà eu quelques déclarations d'indépendance qui avaient été précédées dans certains cas, quelques-uns, par des référendums, pour la plupart des référendums à majorité écrasante. Vous aviez des pays comme l'Ukraine, où pourtant vous trouvez une minorité russe qui s'est redécouverte russophile, tout en étant loyale, ou presque complètement loyale, à la nouvelle souveraineté ukrainienne, aurait eu des raisons de vouloir rester soviétique, en tout cas avec les Russes. Et ce qui est intéressant dans ce cas de l'effondrement de l'Union soviétique, c'est que dans beaucoup de cas, vous avez eu des oui par référendum qui excédaient même la fraction de l'ethnie dominante dans certains pays baltes. Ça ne veut pas dire que les problèmes ne sont pas revenus par la suite. Dans certains cas, la Lettonie avec la minorité russe, il y en a eu des problèmes, il y en a. Mais il y avait un tel un tel sentiment de quittons le bateau qui coule, que même des Russes minoritaires dans d'autres républiques qui n'étaient pas la Russie ont voté oui à l'époque, quand il y a eu des référendums. Par contre, si vous allez du côté de l'Asie centrale, là vous avez eu des pays qui n'avaient pas, et là il ne s'agit pas de faire l'histoire détaillée de chacun de ces pays et du sentiment national dans chacun de ces pays. Je n'aurais pas la compétence pour chacun de ces pays pour dire exactement quel était le niveau de nationalisme exact et de désir d'indépendance. Mais effectivement, vous en avez au moins 2, 3, 4 là-dedans qui sont retrouvés indépendants, comme quelqu'un qui se retrouve tout nu dans la rue, sans qu'on lui ait demandé son opinion. Donc, vous voyez, c'est juste regarder ces deux cas, la Yougoslavie et l'ancienne Union soviétique, vous dit que les chemins qui mènent à l'indépendance peuvent être très, très divers et que vous pouvez la vouloir très fort et ne pas l'avoir, vous pouvez parfois ne pas la vouloir et vous retrouver avec. Donc ça varie beaucoup. Si on descend la chronologie des années 90, évidemment il y a la guerre de l'ex-Yougoslavie. Là encore, vous avez eu des référendums dans au moins 2 cas. En 91, c'était la Slovénie et la Croatie
qui ont déclaré l'indépendance au début de l'été de cette année-là, 91, et déclaration d'indépendance qui a donné lieu à l'attaque de Belgrade, de la Serbie, contre ces républiques. En fait, la guerre de Slovénie a été une pichenote comparée à celle de la Croatie et encore plus à celle de la Bosnie-Herzégovine qui est allée jusqu'en 95. La guerre de Slovénie, je crois que c'est 3 jours et 2 morts. Ils ont quand même leurs 2 morts. Excusez-moi, je ne veux pas faire l'apologie de la guerre, au contraire. Mais ils ont leurs deux martyrs, mais c'est quand même mieux que d'en avoir 50 000 ou 100 000. Alors la Slovénie est devenue indépendante, et comme il n'y avait pas de minorité serbe à l'intérieur de la Slovénie, ça s'est fait, le consensus était à 90%, 95%. Vous avez donc, dans ces deux anciennes fédérations qui ont éclaté au début des années 90, vous avez beaucoup de cas où les majorités en faveur de l'indépendance étaient écrasantes. Il y a des exceptions. Le Monténégro, j'y reviendrai tout à l'heure. Le Monténégro, c'est un cas intéressant. Et si vous me demandiez lequel de tous ces cas, alors l'ex-Yougoslavie, l'ex-URSS, y compris pour l'ex-Yougoslavie, le Kosovo et le Monténégro, cas récents sur lesquels je vais revenir, l'Érythrée, le Timor oriental, la Slovaquie et la République tchèque, je dirais que ceux qui ressemblent, enfin les cas de figure qui se rapprochent le plus, puis encore il y a beaucoup de nuances à faire, ça dépend sur quel plan. Est-ce que c'est la mécanique, est-ce que c'est le type de nation? Ça évidemment, il y a plein de nuances à faire. Je dirais que les Slovaques d'un côté et pour la mécanique, peut-être les Monténégrins. Le Monténégro, d'après moi, est un précédent intéressant. C'est drôle parce que j'ai écrit un article sur le Monténégro il y a 2 ans, quand c'est arrivé mai 2006, en disant que c'était intéressant, alors que je me suis fait taper dessus par des indépendantistes qui m'ont dit... D'abord, je me fais taper dessus parfois par les indépendantistes parce que je suis plutôt, comme je vais l'être devant vous là, pendant la prochaine demi-heure, celui qui fait l'avocat du diable, parce que si j'avais à résumer en une phrase, ce que je vais vous dire, c'est que le chemin est difficile et c'est d'embûches. Il y en a des embûches, et c'est difficile. Ça, vraiment, mais cela dit, on cherche, on essaie à voir ce qui ressemble, ce qui ne ressemble pas. Alors, poursuivons dans les années 90. La Slovaquie et la République tchèque. Alors, vous avez, dans ce cas-là, une fédération à 2. C'est très différent d'une fédération à 10. S'il avait fallu que le Canada soit une fédération à 2, égalitaire, qui sait si elle n'aurait pas duré cette fédération, mais ça, on ne fera pas l'histoire. Avec égalitaire dans le sens de la population également, peut-être que l'histoire en aurait été bouleversée, mais il ne s'agit pas du sujet de ce soir. Les Tchèques et les Slovaques, essentiellement, c'est quoi? Vous savez que les Tchèques et les Slovaques se sont séparés sans référendum, avec des ratifications parlementaires, et essentiellement avec 2 leaders qui, derrière des portes closes, se sont enfermés pendant un week-end, je crois que c'était un samedi, un dimanche, je ne jurerai pas, 2 jours, il me semble, ça avait duré, et ils sont sortis de la pièce avec quelques conseillers, ils n'étaient pas beaucoup, et ils avaient réglé ça. En fait, le Tchèque, Václav Klaus, avait dit au Slovaque Vladimir Mečiar, écoute, c'est le fédéralisme tchèque tel quel, ou c'est la porte. Et Mečiar, qui avait derrière lui, il faut le dire aussi, des sondages qui équivalaient à peu près à 30-35% d'indépendantistes, a pris la décision voilà, il y a 2 pays. Et ça, c'est très important parce que je vais vous décrire tout à l'heure une série de critères qu'on retrouve dans différents cas. Et vous verrez qu'il n'y a pas de règle. Vous verrez qu'il ne faut pas absolument A, B, C, D, puis E. Ou alors A, B, C, E et F. Des fois, vous avez A et E et ça marche. Vous avez d'autres cas, vous avez A et E et ça ne marche pas. C'est vraiment intéressant de voir. Mais dans ce cas-ci, il n'y a pas eu de référendum. On ne peut pas dire que ça a été une séparation démocratique avec un grand D. Vous avez eu quand même 2 leaders du post-communisme. Le communisme était mort, la révolution de velours était passée par là 2 ans ou 3 ans auparavant. Et vous avez deux leaders à poigne qui, évidemment, élus, pas des dictateurs tout de même.
pas marche. Est-ce que ça aurait pu marcher avec deux dictateurs? Je ne sais pas. Mais là, on avait deux. Il n'y a pas eu de référendum. Il n'y a pas eu de décision populaire. Et les Slovaques se sont retrouvés avec un pays indépendant, alors que les 2 tiers des gens auraient bien aimé, en fait, une fédération plus souple. Alors que le Tchèque, c'était une fédération à deux, et même à deux, il y en avait un gros et un petit, parce que c'était du 2 pour 1. En termes de population, c'était presque exactement du 2 pour 1, 10 millions, 5 millions. Et quand ils ont fait la séparation, ils ont tout fait à 2 pour 1. Ils n'ont pas fait des 48% ou des 32% ou des 67, 68%. Ils ont fait 2 pour 1 pour tous les actifs, pour tout. Ils ont séparé comme ça. Vous avez donc le consensus. Dans ce cas-là, c'est le consensus des partenaires. Le consensus des partenaires, abstraction en fait de quasiment tous les autres critères, a suffi dans ce cas-là à ce qu'un pays nouveau, enfin 2 pays nouveaux naissent d'un ancien, la République tchèque et la République slovaque. Donc, vous avez donc un cas où l'appui populaire, pas vraiment, l'attitude coopérative du partenaire, là je descends un peu les critères que j'avais écrits comme ça, accord préalable ou non sur ce qu'on fait avec les résultats, les appuis internationaux, préalables dans certains cas, parce que ça existe, on y reviendra, l'implication des organisations internationales, parce qu'on l'a vu dans les cas récents, non. Mais est-ce que vous avez accord entre les élites politiques des 2 pays? Et ça a été tout, ça suffit. Donc voilà un cas. Slovaquie, République tchèque, début des années 90. Poursuivant, fin des années 90, le Timor oriental, toute petite île à l'autre bout du monde, je pense que c'est presque exactement les antipodes par rapport au Québec, pas tout à fait, mais pas loin. Même pas 1 million d'habitants, 800 000 900 000. Une occupation féroce, sanglante de l'Indonésie pendant 25 ans, de 75 à 75 ou 76 jusqu'à 1999. Donc, le Timor oriental, vraiment un pays martyr, une nation martyre, une toute petite nation. Et je me souviens, j'ai eu la chance, moi, quand j'ai vécu à New York dans les années 90, de rencontrer José Ramos Horta, qui est aujourd'hui président et qui se remet fort heureusement d'une tentative d'assassinat. Il va survivre finalement, José Ramos Horta, et j'ai dîné avec lui quelquefois. Et il avait déjà son prix Nobel, mais l'indépendance du Timor oriental n'était pas du tout dans les cartes à l'époque, 96, 97. José, vous savez, le Timor indépendant, l'indépendance, soyons réalistes. Hein. Eh bien, s'il me revoyait aujourd'hui, il me dirait, voyez, je suis président, et puis le Timor indépendant existe. Le Timor indépendant a-t-il des problèmes? Oui, bien sûr. C'est pas le même genre de pays du tout que le nôtre. C'est un pays où tout est à reconstruire. Ils disent qu'ils ont du pétrole offshore, on leur souhaite. Le tourisme se développe un petit peu, mais c'est un pays très pauvre, vraiment un des 10 ou 15 plus pauvres au monde. Mais bon, ils ont eu leur indépendance. Pourquoi? Parce qu'il y a eu soudain un affaiblissement assez important du gouvernement indonésien. La crise asiatique, la crise économique asiatique de 96-97, ça a été terrible pour des pays comme Philippines, mais pas autant que Indonésie, Thaïlande, ça a été vraiment très très dur, et des gens comme José Ramos Horta ont vu une chance. Ils ont vu une chance de pousser. Et José Ramos Horta, qui était à New York pendant toutes ces années, un guérillero qui s'est trouvé par hasard à l'étranger au moment de l'invasion indonésienne et qui n'est jamais rentré dans son pays avant la libération de la fin des années 90, parce que c'était une vraie libération. Mais ça, le Timor oriental, c'est un cas où la communauté internationale, et en particulier l'ONU, José était un candidat, on en parlait encore il y a 2 ans, secrétaire général de l'ONU, et qui connaît tous les couloirs de l'édifice, je pense, du premier au 35e étage, enfin, il les connaît, qui est un homme qui a plaidé, qui a été l'ambassadeur itinérant de la cause de l'indépendance de son pays, le Timor oriental. Et il y a eu une conjoncture internationale, un affaiblissement, et aussi des gens qui, après le départ du dictateur Suharto, ont décidé de dire, bon, ben ça nous éclabousse trop, cette histoire de Timor. D'ailleurs, le Timor n'a jamais été historiquement partie de l'Indonésie, même si dans l'archipel indonésien, c'est pas loin, c'est à côté. En fait, il y a même le Timor occidental qui lui est parti
de l'Indonésie, donc il pourrait, mais il n'a jamais été vraiment, il a été une colonie portugaise, donc c'est un pays qui avait des raisons de vouloir son indépendance, après que la révolution des œillets a fait tomber toutes les colonies du Portugal début-milieu des années 70. Donc, et l'affaire, c'est qu'ils ont eu quelques semaines d'indépendance, et tout de suite après le départ des Portugais, les Indonésiens ont envahi la place et l'ont occupée pendant 25 ans. Donc, il y avait un cas assez clair sur le plan du droit, et il y avait un génie du lobby diplomatique, José Ramos Horta, et un affaiblissement du pouvoir, et là, vous avez tout à coup l'ONU qui dit que nous allons prendre le Timor par la main, et nous allons faire le chemin avec eux. Ça a abouti à un référendum en 1999, 78% de oui. Et quand même 2 ou 3 ans avant l'intronisation au sein des saints de l'ONU. Donc, quand même eu des embûches entre les deux que je ne détaillerai pas ici. Mais bon, vous avez un cas où vous avez une population opprimée, mais quand même 78-22, hein. C'est pas les scores ukrainiens et Pays-Baltes ou alors Croatie. C'est du 78, c'est un très bon score. C'est évident, mais ce n'est pas un score unanime. Il y avait quand même 22%. Ils n'auront pas trop mobilisés aujourd'hui. Il y a des troubles, il y a des gens qui sont amis des Indonésiens et qui d'ailleurs sont à la frontière de l'Indonésie, du côté de l'île qui a une frontière avec l'Indonésie et qui fricote, si on peut dire. Donc, un pays qui a des problèmes énormes, mais qui a eu son indépendance. Pourquoi? Parce que il y avait, le bon droit était de son côté, mais vous verrez bien, le bon droit, ça ne suffit pas. Mais il y avait aussi des appuis internationaux dans ce cas-là. Donc, vous voyez un autre cas de figure intéressant, même s'il n'est pas un précédent vraiment qui s'applique point par point au Québec, c'est pas ça. De toute façon, il n'y en a pas vraiment de précédent qui ferait ça. Si on continue à regarder dans la liste, on va bientôt arriver au Kosovo, mais on va arrêter par le Monténégro. Le Monténégro 2006. Ça, c'était dans la fin de la décomposition de l'ancienne Yougoslavie. La décomposition qui, selon moi, a été le fait de Slobodan Milosevic. Il y aura peut-être une solution fédérale pour l'ancienne Yougoslavie s'il n'y avait pas eu un nationalisme serbe exacerbé par certaines élites qui étaient là, de leur point de vue de court terme, au bon moment, au bon endroit. Quoique, sur le plus long terme, ça s'est avéré complètement désastreux. Ils ont conquis parce qu'ils avaient le principe que partout où il y a des Serbes dans l'ex-Yougoslavie, il devait y avoir une souveraineté serbe et non pas une participation en tant que minorité à un autre pays qui serait un pays voisin. Donc, refaire les frontières. Par contre, pour le Kosovo, ça ne s'appliquait pas. Ce principe-là, tout à coup, ils l'oubliaient pour le Kosovo. Les Serbes disaient sur le sujet du Kosovo, ah là, c'est l'histoire. Parce qu'on n'est plus que 10% ou 15%, alors qu'on a déjà été plus dans le passé, et que nous avons nos constructions, nos temples religieux serbes orthodoxes, tout disséminés dans l'espace qui s'appelle le Kosovo, et pas seulement à la frontière. Alors, vous en avez au sud du Kosovo, quand je suis allé à Pristina dans les années 90, j'avais visité un peu la campagne aux alentours, et donc vous avez un cas où l'ambition de conquête a abouti à un effondrement qui est allé encore plus loin. Non seulement ils ont été ramenés au point zéro, mais au point négatif, avec la perte du Kosovo. Ils n'ont même pas gardé leur Serbie fédérée de l'époque yougoslave. Ils ont maintenant 80% à peu près en territoire. Ils ne perdront pas la Voïvodine parce que l'autre province autonome à l'intérieur de la Serbie, qui était d'ailleurs un petit coup fourré de Tito le Croate, contre les Serbes dont ils se méfiaient. Les Serbes, les autres aux alentours, on le voit, ils sont partis, ils sont tous indépendants maintenant. Ils se sont méfiés toujours. Et l'homme fort de la Yougoslavie ayant été Tito, le Croate, il y a eu effectivement, et là ils ont peut-être pas complètement tort quand ils disent qu'ils se sont fait fourrer à l'époque yougoslave, les Serbes, et que là vous allez voir ce que vous allez voir maintenant que Tito est mort et qu'on peut changer l'état des choses. Évidemment, ils sont allés trop loin, évidemment, ils sont allés dans la violence. Moi, je ne suis pas de ceux qui blâment à 100% les Serbes pour ce qui s'est passé. Enfin, on peut discuter des chiffres, ils ont peut-être la moitié ou les 2/3 des responsabilités, mais je ne dirais pas 100%. Et dans l'affaire du Kosovo, vous avez eu des atrocités commises par des Kosovars albanais contre des Serbes, en particulier en 2004. Donc, vous savez, c'est pas un cas d'agneau pur et de méchant qui aurait tous les torts et qui te donnerait en tant que victime tous les droits. Bon, alors,
Donc, la Serbie a essayé de tout conquérir, elle a tout perdu, elle en a perdu plus, et elle a perdu le Kosovo, qui est un cas de figure, je le souligne, différent de celui des autres. Et regardez, j'arrive au Monténégro, qui était l'avant-dernière pièce du puzzle à tomber. Le Monténégro, mai 2006, référendum sur l'indépendance. Il y a une minorité serbe importante au Monténégro. Comme la Macédoine voisine, mais avec d'autres compositions, c'est un mélange où aucun groupe n'a à lui seul 50%. Et vous vous retrouvez donc au Monténégro en 2006 avec une fédération jusqu'à 2004 avec le nom, parce qu'il y a eu un changement de nom. C'était une fédération binaire pendant ces 2 ou 3, 4 dernières années, avec la Serbie. Sauf que vous voyez la différence entre la réaction absolument forcenée des Serbes aujourd'hui sur le Kosovo et le côté totalement cool avec lequel ils ont pris, et fataliste avec lequel, cool, peut-être beaucoup dire, mais fataliste, avec lequel ils ont pris le Monténégro. Parce qu'ils avaient d'abord un argument constitutionnel, c'était une république fédérée dans une ancienne fédération qui était à 6 et qui s'est retrouvée à 2, et ils avaient le droit de partir, c'était même écrit. Donc, et puis autre chose, et là on y arrive, ils ont quand même fait un référendum dans les règles, parce que c'est pas tous les pays indépendants qui ont tenu des référendums. On a dit au sujet des Tchèques et des Slovaques, les Kosovars, on sait qu'ils auraient 80, 85, 88%, sans doute. Mais on n'a pas fait de référendum. On peut dire que les deux partis qui ont obtenu à eux deux plus de la moitié, même les 2 tiers des votes, sont indépendantistes, celui de l'ancien héros pacifiste Rugova ou celui de l'ancien guerriero, pas toujours propre si on regarde bien, mais bref, qui est aujourd'hui Premier ministre du Kosovo. Eh bien, ces deux gens-là représentaient 2 tendances. La tendance pacifiste qui disait qu'il faut résister aux persécutions serbes. Évidemment, il y en a qui ont dit à la fin des années 90, ça ne marche pas ton pacifisme, prenons les armes. Et voilà, il est arrivé ce qui est arrivé, la guerre de 99, l'intervention de l'OTAN, etc. Bon. Donc, vous avez des... où est-ce que c'était quoi la fédération binaire. Oui, alors, référendum en 2006, Monténégro, référendum. Là, vous avez eu un référendum où tout le monde s'est entendu d'avance. Si ça se passe comme ça, ça, là, c'est pas un cas d'indépendance unilatérale. Vous noterez, et on fera la nomenclature détaillée, mais vous noterez qu'il y a très peu d'indépendance unilatérale dans tout ça. Dans toutes les... Vous savez, l'Union soviétique, effondrement, là vous avez une autorité fédérale centrale qui n'existe plus. La Yougoslavie, vous avez la guerre, c'est différent. Mais vous avez quand même des restes de Yougoslavie qui font un référendum en 2006, j'y reviens. Mais le Timor oriental s'est tout arrangé avec les blocs de l'ONU, en tout respect de mon ami José Ramos-Horta, le président, et de sa nation, le peuple timorais. Mais bon, vous avez Monténégro, Érythrée, ah oui, j'ai oublié celui-là, Érythrée au début des années 90. Ça, c'est ceux l'Éthiopie a laissé partir l'Érythrée. Pourquoi? Parce que ceux qui ont renversé la dictature au début des années 90, ceux qui étaient en tête des gens armes au poing qui renversaient la dictature, ben, c'était des Érythréens. Alors, les autres sont arrivés à Addis Abeba. C'est comme si, je n'oserais pas de parallèle, mais c'est les indépendantistes érythréens qui ont pris le pouvoir à Ottawa, pardon, à Addis Abeba, et qui disent, bon, ben là, c'est correct, on s'en va, là. Il y a eu un référendum. Cependant, il y a eu un référendum qui, si je me souviens bien, a fait dans les 90%. Un autre cas de figure, la plupart des cas de figure là-dedans sont des majorités écrasantes. Mais il y en a, d'après moi, les plus intéressants, excusez-moi, mais ceux où c'est plus bas. Là, vous avez déjà le Timor, c'est pas l'unanimité. Et là, on arrive au Monténégro. Ça fait 3 fois que je commence, puis que je... Alors, on arrive au Monténégro en 2006. Le gars, ils l'ont gagné à la fin. Non, alors, au Monténégro, l'Union européenne. Là, le Manitou, là, c'est l'Union européenne dans ce cas-là. L'Union européenne dit, Serbes, Monténégrins, entendez-vous. En fait, les Serbes ont tacitement appuyé, je crois, c'était vraiment les Monténégrins et l'Union européenne avec appui tacite de la Serbie, parce qu'elle n'était pas directement mêlée, mais elle était quand même mêlée par intérêt au déroulement. Elle aurait aimé que les Monténégrins votent non et restent dans
reste dans le giron de la Fédération de Yougoslavie, comme elle s'est appelée, avant de devenir finalement Serbie-Monténégro pour ces 2 dernières années. Il y a maintenant 2 pays séparés. Donc, vous avez Serbie-Monténégro, Union européenne. L'Union européenne dit arrangez-vous, on veut des règles claires. Qu'est-ce que vous direz de faire un peu plus que 50%, juste pour dire ça serait vraiment clair. Et ils ont entendu sur 55%. Ça s'est fait à 55% Monténégro. Et ils ont eu 55,1% ou quelque chose comme ça. Évidemment, on peut se dire, s'il y avait eu 54, hein? S'il y avait eu 54, selon ce qui était le contrat, c'était qu'à 54, ils restaient ensemble. Ils restaient fédérés. Et moi, j'avais fait un article dans le Devoir la semaine suivante. Et j'ai des patrons qui m'ont dit ah, ton jupon indépendantiste dépasse un petit peu. Mais parce que je vous signale que je ne fais pas des plaidoyers passionnés, je fais plutôt des articles explicatifs, analytiques. Ce qui ne veut pas dire que l'éditorial est totalement absent, c'est normal, c'est humain, et on a des opinions. Mais, bon, bref, c'est un peu vaniteux ce que je viens de dire, mais pour l'histoire importante, c'est que, effectivement, moi j'ai regardé ça avec intérêt, cette histoire-là. Alors qu'il y a bien des indépendantistes qui sont arrivés, qui m'ont dit hey, vous trouvez ça bien? Quoi? 55%? Ça veut dire que 45,0001% de la population a le droit de veto. Alors, là, évidemment, je n'ai pas commencé la discussion détaillée sur la question des seuils. Vous savez, bien des indépendantistes vous diront, dans le privé, même si on est contre la loi sur la clarté. Parce que vous savez, la loi sur la clarté, on peut convenir avec Jean-François Lisée, de toute façon, je ne suis pas ici de faire des éditoriaux, mais Jean-François Lisée dit que c'est une loi scélérate, je crois qu'il n'est pas le seul à dire ça. Mais moi, j'ajouterais qu'elle est scélérate dans le détail. Je dis pas que. Moi, je pense que l'idée d'avoir un cadre n'est pas en soi scélérate. Le détail qui dit que, bon, ben, le pourcentage, le Parlement fédéral décide après si c'était bon, et la question, le Parlement fédéral décide après si c'était bon, là, effectivement, un problème. Mais l'idée d'avoir un cadre, et qu'on en discute même au niveau fédéral, d'une fédération à démanteler éventuellement, ou à modifier, ou dont on veut partir éventuellement, c'est pas une mauvaise chose en soi. C'est pas une mauvaise chose en soi, puis je suis prêt à recevoir les tempêtes que vous voudrez. Allez-y. Moi, je pense que la loi sur la clarté, par son principe, elle n'est pas forcément mauvaise, elle est scélérate dans les détails. Et particulièrement ces 2 détails importants sur la formulation de la question. Ce que je veux dire, c'est que si je regarde tout ce qu'on a là, dans l'histoire depuis 20 ans, là, des indépendances à 50,1%, là, j'ai pas souvent vu ça. J'ai pas souvent vu ça. Et je pense, moi, que cette idée pour les indépendantistes d'être complètement tendue vers le 50,1%, va-t-il l'avoir, comment l'avoir, quand on va l'avoir, a un peu empêché la réflexion sur les nombreux autres aspects que j'ai commencé à énumérer tout à l'heure, l'appui populaire, 51 ou 95%, la mobilisation populaire, l'attitude du partenaire, l'accord préalable du non, la mobilisation des accords ou non des élites entre elles, les appuis internationaux quand on veut faire l'indépendance, l'implication des organisations, même dans la préparation d'un processus, l'humeur internationale de l'opinion publique aussi. Vous savez, il y a un facteur subjectif aussi là-dedans. Telle cause est cool, telle autre cause, c'est qui ça, les Québécois? Ou c'est qui ça, les Timorais? C'est qui ça? C'est quoi ça? Vous savez, il ne faut pas sous-estimer c'est totalement injuste, c'est pas toujours, c'est pas rationnel, mais vous avez des causes qui sont plus fashionable que d'autres, qui sont plus chic que d'autres, qui sont plus à la mode que d'autres. Vous savez, les Palestiniens, le drame, la tragédie palestinienne, le problème, ce ne sera pas le jour où ça vient, si ça vient, et entre nous on l'espère, d'avoir la signature puis l'ONU à la clé, à la fin. C'est tout ce qui va avant. Et mon Dieu, qu'il y en a des choses à régler, à faire, à réaliser. Donc, alors, parce que c'est une bonne cause, même si on les a. Enfin, ils ont eu beaucoup d'argent, les Timorais, mais peut-être qu'on devrait les aider, peut-être qu'il y en a d'autres qui empêchent qu'on les aide. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des causes qui sont plus connues que d'autres, il y a des causes qui sont plus évidentes que d'autres. Et malheureusement, pour les Québécois, il n'y a pas une cause québécoise qui tient en haleine. La communauté internationale, dans les médias, il ne faut pas se le cacher, il n'y en a pas. Et moi, écoutez, voulez-vous faire un peu de politique fiction? À 50,1%, un référendum, mettons une question claire, mettons une bonne question. Voulez-vous que le Québec devienne un pays souverain et indépendant? Séparé du Canada, un autre pays. Pas 52%.
2 pages. Paix à René Lévesque, mais la question de 80, c'est quelque chose. Hein. Oh, ouais. Donc, une question claire. 50,2%. Moi, je vous dis, la réaction, là, c'est bon, ben, arrangez-vous avec Ottawa, arrangez-vous. Nous, on ne s'occupe pas de ça. Si vous attendez à ce qu'il y ait une ruée vers la reconnaissance du Québec indépendant, le lendemain de 50,1%, je pense pas que vous avez étudié le monde tel qu'il est depuis 20 ou 30 ans. C'est pas comme ça que ça serait. Déjà 55, peut-être que ça serait différent. Enfin, là, je me hasarde. Hein? Je me hasarde. Mais, moi, je crois qu'a priori, là, ça serait. Non. Ben, il y avait Chirac en 95. Que Parizeau, avec son envoyé, M. Michaud, avait bien travaillé au corps. Et je crois qu'ils avaient, à l'époque, si je ne m'abuse, et si je suis bien informé, ils avaient la France de leur côté à ce moment-là. Et c'était un début. Un pays qui est au Conseil de sécurité. Ça va bien. C'est un début. Aller chercher les Chinois comme ça, aller chercher les Russes. Aller chercher, oh mon Dieu, les Anglais. Les Anglais. Enfin, on dit qu'ils sont fair-play. Il y en a même des indépendantistes qui ont observé son fair-play. Il ne faut pas présumer du fair-playisme de tout le monde dans ce jeu. Le monde est un endroit cruel et difficile. Et je crois que c'est une chose qu'on doit développer dans notre pensée. Qu'est-ce que je viens de dire? Nous, enfin, les indépendantistes. Mais, non, c'est difficile. C'est pas évident. Et je crois qu'il faut méditer tout ça. Je crois qu'on a vraiment, depuis 20 ans, un corpus historique intéressant, avec toutes sortes de cas de figure, qui varient beaucoup les uns par rapport aux autres, où on peut faire des colonnes de critères, et puis additionner, soustraire, voir qui a quoi, qui c'est qui l'a eu pour une bouchée de pain, qui c'est par contre qui a payé très cher, puis qui ne l'a pas encore eu, ou qui l'a eu très difficilement. Vous verriez toutes sortes de cas de figure, ça serait très intéressant. En tout cas, pour conclure, si je disais qu'est-ce que ça serait les critères, en gros, là, plus la majorité est forte pour l'indépendance, plus c'est facile. C'est plus difficile à 51% qu'à 75%. Les appuis internationaux, Parizeau l'avait compris en 95. Mais un pays, même important, c'est pas suffisant. Invoquer simplement, en se frappant le cœur et en invoquant la morale, le bon droit, ça ne suffit pas. Dire que nous sommes des démocrates, et on a eu 51%, ça ne suffit pas. Bien comprendre que dans la vraie vie, ça joue dur, se préparer au pire scénario. Il y aura des gens qui travaillent sur les pires scénarios. Il faut dire que tu dis toi en public dans une déclaration. Tenir compte du fait que le Canada a une excellente réputation, méritée ou non, ça se discute, que le Canada a une excellente réputation dans le monde et que cela donne des arguments au front du refus qui suivra un éventuel oui à 51%. Méditer les exemples où il y a eu accord mutuel entre les partis sur tout ou partie du processus. C'est à peu près ça que je vous dirais. Je pense que j'ai livré l'essentiel de ce que je voulais vous dire. J'aurais pu certainement aller plus dans le détail sur vous savez qu'il y a des indépendances déclarées dans le monde et non reconnues. Il y en a quelques-unes, même si on gratte bien, puis on se promène sur le globe terrestre, on en trouve. Hein. Pas 2, 4, 6, 8, moi je peux vous en donner 4, 6, comme ça. La quasi. Voilà. Monsieur le professeur, évidemment, c'est son sujet. Très bien. Vous avez au nord de la Somalie, le Somaliland, qui lui aura peut-être une chance de passer le test plus tard. Je me souviens en tout cas que Foreign Policy, une grande revue américaine d'affaires internationales, faisait il y a 2 ou 3 ans une classification de ce que vous pourriez voir apparaître sur la carte pour les prochaines années. Et ils avaient mis que le Somaliland. J'ai dit, tiens, le Somaliland, je ne l'avais pas dans ma liste, celui-là. C'est au nord de la Somalie. Vous avez la Somalie qui est un état chaotique, reconnu, mais chaotique, qui n'existe pratiquement pas, qui est une espèce de zone géographique utilisée en lieu contrôlé par des bandits de différentes tendances. Souvent de même ethnie, hein, par rapport à propos. La Somalie, c'est une ethnie, mais des gens qui s'entretuent quand même. Intéressant quand même. Donc, et le Somaliland, qui lui, anciennement colonisé par les Anglais, tient donc. Et qui se tient un peu plus. Par contre, la partie qui était administrée par les Italiens, c'est le bordel.
et ne pas simplement dire le bon droit avec une espèce de fixation là, sur le 50 régulaire. D'après moi, on n'en est plus là, on ne doit pas être là. Merci. Merci beaucoup. Sûrement que les gens auront des questions pour aller plus loin tout à l'heure. Alors maintenant, on va entendre Daniel Turp sur le cas de l'Écosse. Alors, Daniel, vous le connaissez, mais quand même, je vais vous rappeler certaines choses. Donc, vous savez qu'il est député du Parti québécois à l'Assemblée nationale du Québec pour la circonscription de Mercier. Il est le membre de la Commission des institutions et également président de la délégation de l'Assemblée nationale pour les relations avec l'Europe. Il exerce les fonctions de porte-parole en matière de réforme des institutions démocratiques, ainsi qu'en matière de relations internationales et de francophonie. Daniel Turp a été député de Bois-Arnois-Salaberry à la Chambre des communes du Canada de 1997 à 2000 et fut porte-parole du Bloc québécois pour les affaires étrangères et les affaires intergouvernementales. Il est professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal depuis 1982 et est actuellement en congé pour fonction politique. Il a publié plusieurs ouvrages et articles en droit international et en droit constitutionnel, de même que sur l'avenir politique du Québec. 4 de ses ouvrages portent sur l'avenir politique du Québec. Nous, peuple du Québec, un projet de constitution du Québec en 2005. Le droit de choisir, essai sur le droit du Québec à disposer de lui-même en 2001. La nation bâillonnée, le plan B ou l'offensive d'Ottawa contre le Québec 2000 et l'avant-projet de loi sur la souveraineté du Québec 1995. Alors, je lui laisse maintenant la parole. Merci beaucoup, Marie-Lise. Une des choses comme était ta présentation, c'est que je peux dire avec fierté, c'est d'avoir été l'instigateur, modestement, des intellectuels pour la souveraineté. En 1995, au mois de juin, je me rappelle, on avait créé ces intellectuels pour la souveraineté. Michel Seymour en avait été le président, j'en avais été le premier secrétaire général, et nous avions réussi pendant la campagne référendaire, certains d'entre vous vous en rappellerez, à faire signer une page complète d'intellectuels en faveur de la souveraineté qui avait paru dans les journaux du Québec. Et j'en profite pour remercier Marie-Lise, mais je vois aussi 2 anciennes présidentes de ces IPSO, Jocelyne Couture-Arcillat à la Quintin, d'avoir réussi à ce que les IPSO vivent toujours et organisent des débats, et ça c'est très bon, c'est très sain pour notre démocratie et pour le mouvement indépendantiste. Je vous en félicite. Je suis fier de voir que les IPSO sont toujours là et font de la promotion de la souveraineté par ces forums qui sont organisés pour réfléchir sur la souveraineté et d'inviter des gens comme François Rousseau pour nous permettre justement de voir ce que nous devons faire pour mener à terme le projet de pays qui nous tient à cœur. Alors moi, on m'a invité à parler de l'Écosse, ce que je ferai avec plaisir, et brièvement pour qu'on puisse échanger sur ces expériences qui peuvent nous inspirer, qui sont différentes de la nôtre, mais qui peuvent vraiment nous guider dans les choix stratégiques, dans la façon de présenter la cause du pays du Québec, et de la présenter parce que certains l'ont présentée d'une certaine façon puis ont réussi, ou d'autres, comme l'Écosse, choisissent aussi, ou en tout cas certains Écossais choisissent l'option indépendantiste, et même comme nous, un combat pour devenir indépendant sans l'être déjà devenu. Et donc, je vais vous en parler un petit peu, puis en vous disant que si je vous en parle et j'ai été invité, c'est parce que ça m'intéresse beaucoup, la situation en Écosse. J'y suis allé à 2 reprises dans les dernières années pour justement m'intéresser à ce qui se faisait sur le terrain.
J'ai rencontré des personnes qui militent pour l'indépendance de l'Écosse à Édimbourg, à Glasgow, dans les dernières années, à l'occasion de 2 voyages, un voyage plus universitaire puis un voyage politique. J'ai eu l'occasion de rencontrer celui qui est aujourd'hui le premier ministre de l'Écosse, Alex Salmond, et de rencontrer la vice-première ministre, la vice-convener, Nicola Sturgeon, et plusieurs personnes qui aujourd'hui jouent un rôle clé dans ce Parlement écossais qui est dirigé par un gouvernement indépendantiste, le gouvernement du Scottish National Party. J'ai aussi eu l'occasion de rencontrer des députés écossais parce que nous avons maintenant à l'Assemblée nationale des rapports avec le Parlement écossais. Et il y a, sur une base régulière maintenant, des échanges entre les parlementaires écossais et les parlementaires québécois, ce qui a par exemple amené Mike Russell, qui est maintenant le ministre de l'Environnement de l'Écosse, à venir au Parlement du Québec, à l'ancien président, je crois qu'il n'est plus président du Parlement, M. Reid, lui aussi à venir sur une base régulière au Québec pour s'intéresser d'ailleurs à notre vie parlementaire, à la façon dont le nouveau Parlement écossais fonctionnerait. J'ai donc eu l'occasion de rencontrer des gens qui mènent un combat qui peut nous inspirer parce que la situation de l'Écosse et du Québec est sans doute celle qui est la plus similaire ou la plus analogue à cause de certaines caractéristiques de l'un et l'autre des peuples, et aussi en raison de la façon et des outils, des instruments, et notamment des partis politiques qui mènent le combat pour l'indépendance. J'ai toujours été fasciné par la ressemblance entre la situation en Écosse et au Québec. Rappelez-vous que l'Écosse est un peuple qui a renoncé, c'est un peu différent du Québec en ce sens-là, par ailleurs, a renoncé à son indépendance en 1707 parce qu'elle a accepté une union avec l'Angleterre, son parlement et le parlement anglais, parce qu'il y avait 2 parlements, ont accepté de se saborder pour qu'il y ait un parlement anglais, un parlement britannique, devrais-je dire, à Londres. En même temps, tout en s'intégrant dans une Grande-Bretagne, d'ailleurs l'Écosse s'est appelée pendant un certain temps la Bretagne du Nord, elle avait conservé, l'Écosse, son système de droit civil. Elle avait conservé certains pouvoirs, y compris celui de battre monnaie, parce que quand vous allez en Écosse, vous pouvez encore utiliser une pound écossaise, même si l'Écosse n'est plus un pays, et certaines caractéristiques nationales qui n'ont jamais été oblitérées par l'appartenance de l'Écosse à la Grande-Bretagne et aujourd'hui au Royaume-Uni. Et il y a toujours eu un sentiment national qui a persévéré en dépit du fait que les institutions écossaises, certaines grandes institutions comme les institutions parlementaires, n'ont pas existé pendant un certain nombre de siècles pour renaître il y a tout récemment. Ce qui m'a toujours fasciné lorsqu'on compare les 2 expériences ou les 2 situations aussi, c'est que les partis politiques qui ont mené le combat pour l'indépendance, qui le mènent encore aujourd'hui, à savoir le SNP et le Parti québécois, se ressemblent. Le SNP est bien plus vieux que le Parti québécois. Le SNP est né en 1934 et il a fait élire ses premiers députés, son premier député au Parlement de Westminster en 1945. Donc c'est un mouvement indépendantiste qui, dans les faits, existe plus longtemps que le mouvement indépendantiste organisé au Québec et qui a fait élire, dès 1945, un premier député au Parlement de Londres. Mais c'est un parti qui s'est toujours situé sur l'échiquier politique au centre-gauche. C'est un parti politique d'un peuple qui est probablement plus pacifiste que le peuple anglais. C'est un parti politique qui a regroupé et regroupe encore aujourd'hui des intellectuels, des syndicalistes, des gens qui
travaillent, on travaille dans le milieu de l'éducation, un peu comme le Parti québécois d'hier et encore d'aujourd'hui. Et donc, il y a des similitudes très très grandes entre à la fois la nation, les nations écossaises, les nations québécoises, les deux principaux partis politiques qui mènent le combat pour l'indépendance, autant en Écosse qu'au Québec. Il y a par ailleurs une différence importante, notamment sur le fait que même si en Écosse, les forces indépendantistes ne sont pas unifiées, parce que vous savez qu'il y a 3 partis indépendantistes. En fait, il y en a même un 4e, le Freedom Party of Scotland, mais il y a 3 partis politiques indépendantistes en Écosse. Il y a le Scottish National Party, mais il y a aussi le Socialist Party, le Parti socialiste, qui est indépendantiste, et il y a le Parti vert, qui est aussi un parti indépendantiste. Mais le SNP est le parti politique qui a un rayonnement plus vaste parce qu'il fait élire, il a d'ailleurs fait élire ses premiers députés au Parlement britannique, et il a fait élire aussi des députés au Parlement européen. Il n'y a pas de bloc écossais. Il n'y a qu'un parti et qui fait élire des députés dans 3 parlements. Et ça a commencé par Londres, ça a continué à Strasbourg et depuis 1999, lors de la renaissance du Parlement écossais, à Édimbourg. Et alors qu'ici au Québec, on a le Parti québécois, on a le Bloc québécois depuis 1990. Et il y en a d'ailleurs qui ont songé un jour, et peut-être qu'il y en a qui songent encore, qu'on devrait unifier le PQ et le Bloc pour avoir une recette de type SNP qui semble produire des bons résultats. Alors, il y a cette différence-là, mais il y a aussi le fait qu'on constate qu'en Écosse, il y a 3 partis indépendantistes qui avaient réussi à faire élire à la première élection au Parlement écossais des députés au Parlement. Et il y a les 3 partis indépendantistes qui avaient fait élire des députés à l'élection de 2003. En 2007, lorsque le SNP a remporté l'élection, les socialistes n'ont pas fait élire de députés, mais les Verts en ont fait élire quelques-uns, de telle sorte qu'au Parlement écossais, il y a maintenant des députés indépendantistes provenant de 2 partis. Alors, au Québec, il n'y en a que provenant du Parti québécois, Québec solidaire, n'ayant pas encore réussi à faire élire de députés à l'Assemblée nationale, même dans Mercier. Alors donc, il y a des ressemblances, il y a des différences, et ce qui m'avait beaucoup étonné dans les visites que j'ai faites en Écosse, les discussions que j'avais eues avec les leaders politiques écossais, c'est que les Écossais, ils s'intéressent à ce qui se passe au Québec. Vraiment, et d'ailleurs, à un tel point qu'à un moment donné, j'ai lu des documents du SNP, qui faisaient circuler à leurs membres, puis c'était comme pas mal copie conforme de documents du Parti québécois traduits en anglais. Et vraiment, ils se sont intéressés, ils s'intéressent encore beaucoup à ce qui se passe ici, ce que fait le Parti québécois, le Bloc québécois. Et je crois que ça les a beaucoup inspirés dans leur façon de déterminer quelle serait leur stratégie. Et je crois que nous devons aussi maintenant nous intéresser à ce que les Écossais font et la façon dont ils s'y prennent pour amener l'Écosse vers l'indépendance. Et ça, je vous en parlais parce qu'on en a discuté dans les derniers mois au Parti québécois, et ce qui a amené d'ailleurs tout le débat sur la conversation nationale, sur lequel je vous dirai quelques mots. Mais ce que je veux ajouter aujourd'hui, c'est de vous dire un peu qu'est-ce qui se passe maintenant en Écosse. Qu'est-ce qui se passe-t-il en Écosse maintenant? Parce que je crois que nous devons nous intéresser à ce qui se passe en Écosse. En 2007, donc, le Scottish National Party obtient une majorité de députés, une pluralité de députés, devrais-je dire, parce qu'il gagne l'élection, parce qu'il a un siège de plus que le Labour. Il fait élire 47 députés, le Labour en fait élire 46, et les autres
députés sont divisés entre le Parti conservateur, les Liberal Democrats et le Parti vert. 16 députés, 129 députés, 129, pardon, députés, donc un peu plus, 129 députés en Écosse. Il y a un système proportionnel en Écosse qui a déjà favorisé le Scottish National Party, qui lui a permis de remporter la pluralité des députés. Mais vous imaginez, 47-46, c'est pas évident, on n'a pas nécessairement les coups des franges pour mettre en œuvre son programme politique parce qu'on n'a pas la majorité au Parlement. On a réussi par ailleurs à faire élire le Premier ministre, parce qu'en Écosse, on élit le Premier ministre, le Parlement élit le Premier ministre, et à cause de l'abstention de certains, du vote favorable des Verts, M. Salmond a réussi à être élu Premier ministre et donc à devenir le chef de l'exécutif, et donc de gouverner avec son parti l'Écosse. Devenir le premier ministre indépendantiste de l'Écosse. D'ailleurs, ce qui est intéressant, dans ces jours derniers, j'ai un peu fait recherche sur ce qui s'est passé dans les dernières semaines en Écosse. Il y a une espèce de plan qui a été rendu public où Gordon Brown avait tenté d'empêcher la formation d'un gouvernement par le Parti national écossais en essayant d'obtenir une majorité des Lib Dems et du Labour, ce qu'il n'a pas réussi à faire, et ils n'ont pas pu contrecarrer les plans du Parti national écossais d'assumer la gouverne de l'État écossais. Et c'est assez intéressant, par ailleurs, ce que Salmond a proposé dans son discours d'ouverture au Parlement écossais. Vous allez pouvoir retrouver sur le magnifique site du Parlement écossais. Il a proposé de bien gouverner l'Écosse. Il a démontré que les Écossais pouvaient devenir indépendants parce qu'ils gouverneraient bien l'Écosse. Et on a déjà entendu ça, puis je pense que lui avait déjà entendu ça aussi. Et il pensait que c'était une recette utile pour l'Écosse au moment où il prenait la direction de l'Écosse. Mais il a fait autre chose qui était assez audacieux, M. Salmond, en août dernier, donc il y a quelques mois à peine. Il a rendu public 2 documents. Il a rendu public un document qui est une loi référendaire, qui est une loi qui permet d'organiser un référendum en Écosse parce qu'il n'y a pas de loi, il n'y avait pas de loi à ce sujet. Et dans cette loi, il permet au Parlement écossais, comme il est permis à notre Parlement, d'initier un référendum sur une question, sur un projet de loi. Mais pour bien démontrer que le Parti national écossais était indépendantiste et favorisait l'indépendance, il inclut dans ce projet de loi une question sur l'indépendance. Il dit, mon parti, le gouvernement de mon parti souhaite qu'il y ait un référendum sur l'indépendance, et voici la question. La question se retrouve en annexe du projet de loi. C'est une question qui porte sur le mandat de négocier l'indépendance avec le Royaume-Uni. Alors donc, quelque chose du type du mandat de négocier l'indépendance. L'indépendance, c'est le mot indépendance qui est utilisé. Il n'y a pas d'association, il n'y a pas de souveraineté association, il n'y a pas de deuxième référendum. Il a pris une partie de ce qui avait été fait en 80, mais pas le tout. Mais regarde, de toute évidence, il y a une source d'inspiration. L'association, c'est l'Union européenne. Et voilà, le contexte est un peu différent parce que l'Union européenne et l'association à l'Union européenne est quelque chose d'acquis pour les Écossais. Puis c'est souvent présenté d'ailleurs comme l'independence within the Union. C'est parce que c'est l'indépendance de l'Écosse à l'intérieur de l'Union européenne, pas d'un partenariat avec le Royaume-Uni, non, avec une entrée dans l'Union européenne, une participation à l'Union européenne. Mais en même temps, Alex Salmond, il rend public un livre blanc
et un livre blanc dans lequel il présente le gouvernement de l'Écosse, présente les 3 options politiques qui sont celles que devraient considérer les Écossais pour leur avenir. L'indépendance, la dévolution, more devolution, plus d'autonomie, et le statu quo. Et dans ce livre blanc que je vous invite à lire, qui est vraiment très bien fait, il y a un exposé de chacune des options. Et donc, Alex Salmond, au nom de son gouvernement, prend acte que dans la société écossaise, il y a encore 3 options qui se retiennent ou suscitent une adhésion, parce qu'il y en a qui sont pour le statu quo, puis il y en a qui sont pour plus d'autonomie, puis il y en a qui sont pour l'indépendance. Et il dit, nous allons, autour de ce livre blanc, faire une conversation nationale. Nous allons faire une conversation nationale. Je convie, comme Premier ministre de l'Écosse, les Écossais à faire une conversation nationale, à converser, à échanger avec le gouvernement dans divers forums sur ces 3 options. Je suis indépendantiste, mais je constate qu'il y a des options, qu'il y en a plusieurs. Je vous ai dit quelle était ma préférence parce que j'ai même inclus dans la loi référendaire que je propose à notre Parlement d'adopter de faire porter le référendum sur l'indépendance. Et la conversation nationale a commencé. Je n'ai pas suivi le détail. Il y a un site web qui est ouvert et on peut échanger, on peut envoyer nos vues. Dans une intervention récente, M. Salmond a dit que cette première phase était complétée puis qu'une deuxième phase commençait. Il commençait d'ailleurs par des interventions de M. Salmond et lui-même et de ses ministres à l'étranger, et notamment en Irlande. Il s'est fait critiquer d'ailleurs de commencer la deuxième phase dans un pays étranger pour parler de l'indépendance de l'Écosse. Mais il dit, c'est pour prouver notre ouverture au monde, parce que nous, on veut parler de l'indépendance non seulement dans un pays, mais aussi ailleurs dans le monde, pour réparer la reconnaissance, réparer le terrain de la reconnaissance. Et il y a aussi une commission parlementaire, c'est celle des Affaires étrangères, je crois, qui est saisie du mandat, bien que ce n'est pas précis au moment où on parle, d'associer la population au niveau parlementaire à la conversation nationale. Alors, donc, il y a ça, et c'est un geste gouvernemental, la loi, la conversation nationale. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en Écosse, il y a aussi le Scottish Independence Convention. Les 3 partis politiques ont créé la Convention sur l'indépendance de l'Écosse. Et en 2005, les 3 partis se sont entendus pour créer, les 3 partis indépendantistes, donc les Verts, les socialistes et le SNP, sont entendus pour créer un organisme parapluie, c'est comme ça qu'ils l'appellent, un umbrella organization, pour parler ensemble de leur stratégie pour faire l'indépendance. Et là, c'est Scottish Independence Convention réunit autour de la table des gens de ces 3 partis et qui commencent à élaborer leur stratégie commune en vue d'un éventuel référendum sur l'indépendance. Il y a aussi, on a récemment créé, c'est la société civile qui est à l'origine de cela, un projet de mass petition for an independence referendum. Et l'idée, c'est puisqu'au Parlement, on ne pourra pas vraisemblablement initier de référendum sur l'indépendance, parce qu'il n'y aura pas la majorité pour l'initier, on veut obtenir l'appui de l'opinion publique pour initier le référendum sur l'indépendance. Ici, ça ressemble un peu à ce que proposait le SP Plus Libre dans les dernières semaines et les derniers mois. Et il y a aussi des gestes comme, c'est assez intéressant, il y en a qui ont déjà proposé ici pour le hockey, il y a un groupe qui vient d'être créé qui s'appelle le Sea Scot. C'est un groupe qui promeut la création d'une équipe olympique écossaise pour participer aux Jeux olympiques de 2012 qui vont avoir lieu à Londres. À Londres.
Et la société civile, de toute évidence, en Écosse, a pris un rôle important dans les dernières années et un rôle important maintenant du fait que le Parti national écossais, même s'il a remporté l'élection qui peut constituer le gouvernement écossais, n'a pas la majorité nécessaire pour mettre en œuvre son projet. Alors, je termine, Madame la Présidente, en disant que ça devrait nous intéresser, ce processus. Je sais que la conversation nationale a suscité des réserves et on a bien compris ça au Parti québécois, puis on a changé la terminologie. Je pense qu'on n'avait pas évalué jusqu'à quel point la notion de conversation dérangeait, puis supposait pour beaucoup de personnes qu'on s'amène nulle part une conversation. Moi, j'avais par ailleurs des réserves sur l'utilisation de la notion de conversation, pas seulement parce que ça pouvait peut-être ne pas indiquer le chemin à suivre, mais parce qu'au Parti québécois, je crois que l'idée de proposer une conversation portant sur 3 options, c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire. Moi, je n'étais pas favorable à ça. Et je crois que ce qu'on a choisi au Conseil national il y a quelques jours, c'est de faire un processus qui va porter sur l'indépendance du Québec et non pas sur le statu quo, puis plus d'autonomie pour le Québec, comme M. Salmon l'a proposé en intégrant dans son livre blanc les 2 autres options. Et je crois qu'on n'a pas fait ce choix-là au Parti québécois, on ne devrait pas le faire. Et c'est pour ça qu'à mon avis, la notion de conversation nationale n'était peut-être pas la plus appropriée. Mais ça, on a réglé ça. On va engager un débat sur la souveraineté avec la population de Québec selon le libellé de la résolution qu'on a adoptée. Et je termine en vous disant que, donc, on devrait s'y intéresser. Il y a des gens qui ont créé récemment, Benoît Roux, puis on a une amie écossaise qui est ici, Caroline, comment déjà? Caroline Anderson, qui ont créé l'Alliance Québec-Écosse, qui vise à créer des liens, puis à créer des liens entre les indépendantistes québécois et écossais. Et je crois qu'on doit s'intéresser à ce qui se passe là-bas. On doit multiplier les échanges et on doit regarder ce qui se passe en Écosse comme les Écossais ont regardé et regardent encore ce qui se passe ici au Québec. Et en fait, je pense qu'on voudrait être les premiers à franchir la ligne d'arrivée. Mais si les Écossais franchissent les premiers la ligne d'arrivée, ben on va regarder qu'est-ce qu'ils ont fait pour réussir, puis on va réussir comme eux notre projet. Merci.